Bonjour. Здравствуйте. Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Valentin Floquet. pour le courrier de cette semaine. Alors, de quoi parle-t-on dans le courrier puisque j'ai ouï dire qu'il y a quelques adresses à conseiller parfois. Voilà, alors ouais, on peut commencer par ça. La semaine dernière, nous avons débuté une nouvelle initiative avec Lisa où on donne à peu près une adresse à chaque courrier qui nous plaît, peut-être un peu en dessous des radars parfois, D'accord. à Taïwan. Alors bon, Une personnellement, adresse qui nous plaît à quel niveau? au niveau, ça peut être plutôt du Balade. loisir, du repos, un endroit- Gastronomie. de la gastronomie ou un café, un truc comme ça, un D'accord. endroit qui a quand même un intérêt architectural, je pense, ou en tout cas Aussi. c'est un bel endroit en général. Mhm. Ça peut être un magasin, une boutique aussi, mais aussi D'accord. ça peut être donc café, donc un endroit où on peut se poser et Voilà. profiter Alors, de cette... On précise que cette endroit. initiative ne répond pas à conflit d'intérêts ou à Non, publicité d'un lieu plus qu'un autre. C'est vraiment comme ça, lancé au Voilà, hasard à la c'est boussole. nos petites adresses à nous, il n'y a pas de... Voilà. À la va comme je te pousse. Exactement. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais donner un de mes endroits préférés à Taipei, où j'aime beaucoup aller. Et je vais vous donner une petite anecdote parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans cet endroit dans lequel je vais souvent en général. oui, Il s'appelle le l'Aka Café. Est-ce que tu en as entendu parler? le Aka Café, le café AKA. Aka. Ouais. AKA. Ah non, Ouais. je n'en ai pas Donc, entendu parler. Et tu as dit que c'était à Taipei, mais je ne sais même pas dans quel arrondissement ou quel Voilà. coin de Taipei c'est. Alors, devine un petit peu. Alors, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, surtout pendant le Nouvel An lunaire. Ah, vers Et- Thiroitier alors. Voilà, c'est dans ce coin-là. Et en Mhm. fait, on connaît tous Diroitier. La plupart des cafés, des restos sont quand même assez accessibles. Oui. Et donc, il y a ce Aka Café qui se retrouve dans une rue parallèle D'accord. et qui, jusqu'à pas encore si longtemps, n'était accessible qu'à partir d'un tout petit couloir. On avait vous savez, là, Ah, j'ai vu ça, oui. comment on dit, là, les trucs en tissu, je veux dire, Oui. japonais, là, pour les entrées Au-dessus de des commerce frontons, oui, ou c'est ça. Mhm. dans certaines salles, on l'utilise. Il y a juste ça de très étroit et vraiment, c'est vraiment la largeur d'une personne. Et donc, au bout de ce couloir qui fait à peu près une dizaine de mètres, on a donc ce Aka Café qui se dévoile sous nos yeux. Mhm. Très Et pittoresque comme C'est lieu. très pittoresque et ça donne vraiment un aperçu du Taipei des années 20, un peu bourgeois, avec un patio, une cour intérieure avec comment ça s'appelle, un genre de kiosque qui D'accord. protège, donc la terrasse avancée sous le kiosque, C'est vrai etc. qu'on a- C'est vraiment magnifique. Du côté de Thiroitier, il y a 2-3 lieux comme ça où il y a Mm. encore ces patios qui sont conservés et puis des boutiques on peut entrer par deux côtés avec une fameuse cour intérieure qui relie Voilà. deux bâtiments. On peut en trouver, j'allais dire, il suffit de se promener, de se balader, soit appareil photo à la main, soit tout simplement vos yeux, pour en prendre plein les mirettes, pardon, et que ce soit à la période du Nouvel An lunaire Oui. ou même hors saison. Voilà. Alors après ce café, donc ça s'appelle Aka Café, mais ça fait aussi restaurant sur réservation le soir, D'accord. restaurant-bar, Mhm. avec une ambiance un peu plus bar japonais, on va dire, D'accord. et resto japonais, avec quelque chose d'assez gastronomique. Et sinon, donc vous avez toute la partie café salon de thé qui offre plein de pâtisseries très très comment dire, très fines, très qualitatives. C'est pas D'accord. des grosses portions, mais c'est très beau et très bon. Voilà. Et ça se prête vraiment au cadre avec un beau café. Donc Vous on y savez, va vraiment pour se poser, quoi. les cafés de barista là, avec Oui. toutes les techniques pour faire des images sur le haut du café avec la mousse de lait. Enfin bon, voilà. D'accord, des belles petites sculptures. Voilà. Ok. Tout est beau et tout est bon dedans, en tout cas. Voilà ce que j'aimerais bien Voilà, bien. préciser. Si vous êtes de passage à Taipei ou sur Taipei, n'hésitez pas à tester cette adresse si le cœur vous en dit. Voilà, et j'allais finir par dire la spécialité et la nouveauté dans cet endroit, c'est que ils ont, j'ai l'impression en tout cas, racheté, en tout cas ouvert vers le côté rue d'Irois,
D'accord. Sauf que ça s'arrête à mi-chemin en fait sur la partie côté d'Irois Mhm. pour laisser place à un restaurant de petits snacks, etc. Donc en Mhm. fait, à première vue, on a juste le restaurant de petits snacks, de petite nourriture taïwanaise, Oui, genre des nouilles, la nouille au sauce sésame ou ce genre de choses, d'accord. des raviolis ou ce genre de choses. Un petit mets vite fait, voilà. Voilà, Mhm. des petits trucs à grignoter, des petites portions. Et juste derrière ça, en fait, si on va au fond, en fait, on a la salle réaménagée pour le Haka Café, avec toujours... le contraste est assez marquant, quoi. Tu as une salle toute blanche d'un côté, très sobre, où il n'y a rien dedans. Oui, Et de l'autre côté, c'est que des vieilleries, que des trucs Mhm. d'antiquité, etc. d'accord. Et donc, c'est Donc, assez tu as intéressant. pour la restauration rapide sur le pouce à la taïwanaise ou la formule un peu plus élaborée, et on se délecte du lieu Oui. et du café. Et je pense que le Haka Café est déjà un peu victime de son succès, c'est pour ça qu'il s'est agrandi, Mhm. mais qu'il n'avait pas Possible. envie d'avoir tout l'espace, et donc il a D'accord. il a colloué l'espace plus visible Mhm. sur la rue du Roi, pour Oui. laisser aussi un petit peu une zone de calme et un peu inaccessible, pour Mhm. garder un peu cet aspect inaccessible pour les D'accord. visiteurs et les, comment dire, les consommateurs Voilà. de leur café. Voilà. Voilà pour l'adresse du jour. Alors, en dehors de cette petite adresse du jour, il y a bien sûr les concours actuellement en cours, donc celui du mois de mars et puis le premier trimestre. Alors, le Oui. premier trimestre, on peut le rappeler vite fait, il s'agit de nous dire quel type de données le premier satellite de la constellation Formosa 8, qui est en orbite depuis plusieurs mois maintenant, donc quel type de données il renvoie à la Terre. Des données confidentielles sur la Chine, bien sûr. Voilà, mauvaise réponse. Et parmi les gagnants, il y aura à tirer au sort 3 gagnants qui remporteront un petit carnet de notes aux magnifiques décorations de Chofen. Là aussi, ça pourrait être une adresse d'ailleurs. Voilà, Comme celle de c'était la semaine dernière. Voilà, Oui. c'est pour ça. En fait, c'était avec les cadeaux ça nous a inspiré une adresse à vous Voilà. conseiller. Alors, en dehors de ces carnets de Chofen et du concours trimestriel, quelle est la question du nouveau mois? Enfin, du nouveau mois, on est déjà à la Du mi du mois, mois, à la mais mi du du mois mois. de mars. De l'ami du mois. Voilà. Et donc, il court le concours, comme on dit. Et oui, Et cette question, c'est: quelle entreprise taïwanaise a débuté un chantier de construction de sa première usine en France, sachant Oui. que ça fait déjà plusieurs mois, voire presque années, Qu'on- que c'est déjà annoncé. voilà, on parle de cet investissement qui était presque historique au début, qui a rendu les informations même hystériques à certains, selon certains médias. Là, on en parle ce mois-ci parce que les travaux ont réellement commencé. Alors, le coup de pelle, on va pas vous demander la date, mais de quelle société il s'agit? Il y a eu déjà pas mal de réponses qui nous ont été données, donc je pense qu'on en parle aussi dans les médias pas des francophones. semi-conducteurs. Et pas directement, non. Pas tout à fait. C'est vrai. Et on a pas mal de bonnes réponses. N'hésitez pas à continuer pour tenter de remporter. Alors cette fois-ci, c'est aussi un petit carnet, mais d'autres motifs. Pittoresque de Taïwan, un peu plus varié en termes de lieux. Oui, et il y aura 5 gagnants. Voilà. Donc bonne chance à toutes et à tous pour ces questions. Et puis, l'heure est venue non plus à nous de vous poser des questions, mais à vous de nous en poser. Alors, Oui. non pas qu'on va recevoir vos appels en direct pour y répondre, mais qu'on a reçu tout au long de ces semaines des questions, des rapports d'écoute, notamment une question qui nous vient d'Espagne avec Émile Christian, qui nous parle de la situation, de la difficile législation, voire cohabitation des trottinettes électriques en Espagne, que ce soit Madrid ou ailleurs d'ailleurs. C'est assez compliqué, route ou trottoir, piéton ou pas piéton, scooter, pas scooter, électrique, pas électrique, voilà. Comment À Taïwan, faire c'est un peu plus tranché, je crois, la réponse. Et justement, la question de Émile Christian était de savoir est-ce que cette frénésie arrive à Taïwan et où est-ce qu'on en est dans les trottinettes électriques. Alors, les scooters, on en parle beaucoup, électriques de plus en plus. Les trottinettes, on en voit très très peu Oui. parce que c'est tout bonnement interdit, Interdit. sur la voie publique, Voilà, interdit sur les trottoirs aussi. Du coup, si vous avez une trottinette, c'est que dans des lieux privés ou des espaces vraiment délimités pour cela. Ça, C'est-à-dire c'est- les pistes cyclables, ils ont le droit. C'est-à-dire Des les pistes bords de- cyclables, de- il pourrait de- y en avoir sur les bords de rivière, mais il Ouais. faut pas que ce soit piéton. Si Ok. c'est piéton, non. Si c'est cyclable, c'est possible. Sinon, des lieux privés, genre
des campus universitaires où il y a en mode les trottinettes partagées. Oui. Voilà, donc ça existe sur plusieurs universités. Je crois qu'une des plus célèbres à cet égard-là, c'est le réseau de trottinettes électriques qui a été développé à l'Université nationale centrale à Zhongli. Et voilà, donc à Taïwan, c'est interdit conformément à l'article 69, paragraphe 1 du règlement qui a été révisé en 2022 sur la gestion et les sanctions de la circulation routière, sachant que le code de la route et la législation de tout ce type de véhicules à Taïwan, c'est à 2 vitesses, voire à 3 vitesses. Donc on attend de voir comment ça se passe. Le ministère des Transports, les autorités sont assez timides. Et généralement, quand il y a un nouveau mode de transport, en l'occurrence un engin personnel motorisé comme une trottinette électrique, la première timidité du ministère des Transports, c'est de se dire « Ouh là là, on interdit » avant de voir comment on peut éventuellement adapter. Ouais. Et une fois que les gens commencent à faire, on va voir s'il y a des abus, pas des abus. On l'a vu d'ailleurs avec la circulation routière et puis ne serait-ce que la priorité piéton pour passer, traverser. Ah oui. Voilà, on a vu comment ça change. Ça vient d'être annoncé là pour la fin du mois. Hein. Ils vont changer Encore ouais. l'examen du permis. Voilà. Alors, sachant que ça a déjà été changé pour certains à un certain niveau depuis le mois de janvier. Et là, c'est au niveau et donc national. là, ça recommence. Là, c'est au niveau national. Et en Tu fait, fais bien de dire niveau national. Parce que ça me fait penser à autre chose qu'il faut absolument dire à nos auditeurs, c'est que tu as la loi au niveau national et puis la gestion au niveau des collectivités locales où chacun fait un peu à sa sauce. Et ça, on le dit avec humour, mais c'est vrai. Et dans les réglementations de la circulation routière, c'est stipulé que strictement les trottinettes électriques ou les engins motorisés personnels sont interdits. Mais les autorités locales peuvent adapter et tolérer si c'est bien encadré dans certains endroits ou dans certaines conditions. Et c'est stipulé justement au paragraphe 4 de ce même article qu'on citait des règlements révisés en 2022. Et d'ailleurs, certaines collectivités locales, à commencer par Kaohsiung, se sont dit si on est autorisé à pouvoir élaborer par voie de réglementation locale et autonome une gestion des trottinettes électriques, pourquoi pas? Parce que de toute façon, ça existe. Il y a des vendeurs, donc il y a forcément des gens qui... Enfin, il y a un marché, quoi. Et si ça peut aider les gens, faisons-le. Et finalement, janvier 2025, preuve est de constater, depuis janvier 2025 jusqu'à cette année, donc en un an, rien n'a changé. Aucune collectivité locale n'a finalement adopté de réglementation en la matière parce que c'est trop complexe. Ils doivent limiter des règlements relatifs aux différentes spécifications, à quelle zone c'est autorisé ou pas autorisé. Les itinéraires doivent être désignés, des horaires précis, limitation de vitesse aussi, mesures de sécurité avec les piétons. Limitation de vitesse, en fait, la loi nationale, c'est quoi? C'est ces engins motorisés personnels légers, c'est moins de 25 km/h. Or, les trottinettes électriques peuvent largement dépasser ça parce qu'elles ne sont pas bridées. Et du coup, ça pose aussi encore plus de prudence de la part du ministère des Transports pour les autoriser parce qu'ils ne veulent pas les déclasser. Ils veulent les garder comme véhicules lents. Et pour l'instant, ils n'ont pas non plus le bénéfice d'être véhicules prioritaires comme les vélos à assistance électrique. Oui, et puis si on autorise les trottinettes, quid des Segway, de tout ce qui est électrique, etc. Et le ministère des Transports, alors il ne le dit pas clairement comme ça, mais j'ai vu un article qui analyse la situation. Le ministère des Transports a dit un non presque catégorique à la trottinette électrique, justement suite à la controverse des Segway. Donc tu viens de mentionner les Segway, c'est quoi? C'est les petits... on est debout sur les 2 roues, là. Voilà, c'est ça. Ce sont ces engins motorisés à 1 ou 2 roues. Alors, il y a des Segway monoroues, qu'on appelle des monoroues en général. D'accord. Et après, donc, il y a les Segway les plus standards, ceux qui ont vraiment explosé au début des années... Enfin, vers les années 2015-2016, où on était juste debout sur une genre de planche parallèle avec 2 roues de chaque côté. Et il y a déjà eu beaucoup d'accidents, ça va quand même vite, ça va jusqu'à 20-25 km/h déjà, ça. Tout à fait. Et après, il y en a plein de différents, certains avec des selles ou des choses comme ça, un peu des trucs un peu entre les deux. Le monoroue a beaucoup plu d'ailleurs, et il y en a tellement différents, il y en a sur chaussures, le nombre... Toutes les gammes, quoi. Toutes les gammes, voilà. Mais le ministère des Transports, pour justifier son interdiction de ce type d'engin,
a souligné que pour toutes ces catégories de véhicules lents, donc Segway, monoroues, trottinettes électriques non, puisque ce n'était pas encore incorporé dans ce classement, entre 2021 et 2024, plus de 1000 accidents de plus ont été causés par des véhicules lents motorisés, que ce soit des micros de roues électriques, des Segway, des vélos électriques. C'est plus du double par rapport aux mêmes périodes précédentes. Et du coup, la timidité de dire si on veut moins d'accidents, on va d'abord essayer de mieux gérer ce qu'on a déjà dans les rues et sur les trottoirs à Taïwan plutôt que d'en rajouter. Ça montre qu'on n'est pas tout à fait prêt à lever cette interdiction de principe. Même si elle est assortie d'exceptions, c'est pas demain la veille qu'on va voir une légifération de ces trottinettes électriques en dehors de certains campus, encore une fois, comme on le disait. Et il y a un autre lieu. Ouais, Les campus universitaires, oui. Et sais-tu à quel autre endroit? Là, pour le coup, c'est public, mais toléré et autorisé. Et c'est une seule zone d'une collectivité locale. D'une seule collectivité locale? Oui. Et je savais pas que... Je pensais que c'est... Un lieu comme ça, j'imaginais pas qu'on l'aurait autorisé parce qu'à mon avis, c'est noir de monde. Non, c'est à Kaohsiung. Et c'est le centre artistique PIRD. Ah, ok, oui. Qui est sur place. Donc là, il y a une grande esplanade et apparemment, c'est toléré. Ok. Voilà. Parce que, j'allais dire, là, c'est pas encore légiféré, ça, c'est pas près de l'être, puisque... les rollers qui sont là depuis plus de 40 ans, il n'y a pas toujours de loi. Donc, c'est pas faux. À mon avis, ça va pas être pour demain. Voilà. En tout cas, un grand merci à Émile Christian pour votre email qui donne des rapports d'écoute très détaillés et puis la situation de la trottinette électrique. Alors, on va passer de la trottinette à quelque chose d'un peu différent. Oui. C'est une question un peu latente à laquelle j'avais envie de répondre depuis un moment, mais c'est une longue question parce qu'en fait, il faut que je remette du contexte sur de quoi on parle exactement. D'accord. Qui est de Jacques Augustin, qui date d'il y a quelques semaines maintenant, oui. Sur le revenu universel. Ah, le revenu universel. Voilà. Alors, il demandait... Est-ce qu'on pense, nous, ou est-ce qu'à Taïwan, il y a un débat sur, dans 20 ans, il n'y aura plus de travail pour les humains, comme l'affirme Elon Musk face à l'IA, et est-ce qu'il y aura un revenu universel comme le mania de la tech le prétend? Alors, c'est pas vraiment très lié à Taïwan, même si je pense qu'il insinue du point de vue de Taïwan comment cela se conçoit, mais j'aime bien quand même remettre en contexte quelle est la philosophie, parce que le revenu universel, c'est quand même une question aussi technique qu'elle est philosophique. Et d'ailleurs, donc là, il parle d'Elon Musk, qui est quand même un des grands prédicateurs du revenu universel à l'avenir, et c'est une des prise de position qu'il a eue lors de son apparition au Vivatech de l'édition 2024. D'accord. Et il avait alors déclaré que dans un scénario bienveillant, probablement aucun de nous n'aura un emploi avec l'IA. Et il y aurait, donc l'intelligence artificielle, il y aurait un revenu universellement élevé et une abondance de biens et services, laissant à l'humanité la question de la signification de la vie plutôt que du travail. Voilà. Donc pour lui, c'est totalement... plus de travail, mais... c'est très sa prise de position est très philosophique et ça manque un peu de technicité financière quand même. Oui. Parce que, voilà, après je reviendrai là-dessus plus tard, c'est mon point de vue. Moi, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, pour moi, c'est compliqué quand même. Ça risque d'être bancal. Alors, pour lui, donc, cette évolution vers le revenu universel est bien sûr liée à l'IA. Il est quand même un fervent défenseur de l'IA et de ses bienfaits. Et il a aussi suggéré à la fin de l'année dernière que non seulement l'UBI, hein, c'est le nom, UBI, c'est Universal Basic Income. Ah d'accord, donc le revenu universel, quoi, voilà, pour le simplifier. Revenu universel serait nécessaire, mais que la richesse générée par l'IA pourrait permettre à chacun d'avoir des revenus élevés sans avoir à travailler, ou en tout cas à travailler de manière partielle. C'est-à-dire que vu que l'IA fait une partie de notre travail, on travaille le matin et puis l'après-midi on fait ce qu'on veut. D'accord, ce ne serait pas non plus des revenus passifs alors? Il y a un peu de ça. D'un autre côté, quelqu'un d'aussi très concerné par l'IA, Sam Altman, je ne sais pas si tu sais qui c'est, le CEO d'OpenAI.
D'accord. Voilà, là, ça te parle plus. Il a soutenu aussi publiquement l'idée de financer un UBI, donc un revenu minimum universel, sur la base de la richesse créée par l'IA, indiquant dès 2021 dans un billet intitulé Moore's Law for Everything, la loi de Moore pour tout, que dans une décennie, l'IA pourrait générer suffisamment de richesse pour financer un vrai revenu universel de base, D'accord. qui serait pour lui de 13 500 $ américains par adulte par an, pour les États-Unis bien sûr, Oui. et donc ce qui fait quand même pas mal d'argent, hein. On est à peu près aux alentours des 1 200 $ par mois, ce qui fait à peu près 1 000 €. Hein. Oui. Et en 2024, il a proposé que ce revenu universel inclut aussi une forme de Universal Basic Compute, c'est-à-dire partager la puissance de calcul de l'IA avec tous. C'est-à-dire qu'en fait, utiliser OpenAI à chaque Voilà. pour tous. Voilà, c'est un peu ça. C'est le Basic Income qui lui revient un petit peu à lui quand même. Voilà. C'est un peu l'idée. Et ça serait donc une composante d'un système de revenu universel pour lui. Aux États-Unis, plusieurs investisseurs et leaders du capital risque ont aussi pris position. En septembre 2024, Vinod Khosla, d'une grosse entreprise de capital risque qui s'appelle Khosla Ventures, a écrit que l'IA réduira le besoin de travail humain et que l'UBI, donc le revenu universel, pourrait devenir un filet de sécurité crucial, soulignant aussi le rôle des gouvernements pour redistribuer équitablement la richesse produite par l'IA. Ah oui. L'ancien vice-président de Google, Geoffrey Hinton, souvent qualifié de père de l'IA parce qu'il l'a intégré très rapidement dans les systèmes de Google bien avant que cela, bien avant ce qu'on appelle les LLM, hein, qui ont fait exploser notre concept de l'IA et notre vision de l'IA, l'IA pour tous. Et il a dit en mai 2024 que des millions d'emplois pourraient disparaître à cause de l'IA et que les citoyens devraient être protégés par un revenu de base. Pour lui, c'est vraiment une prise de proposition politique, sans jamais expliquer la partie technique sur laquelle comment finance-t-on ces revenus. C'est ce que je me demandais justement. Parce que d'où ça vient peut pas l'argent être non plus un puits sans fond, quoi. Voilà, d'où vient l'argent si l'argent n'est pas... C'est aussi mon... Déjà, oui. Ouais. Ce qui est déjà un peu différent de l'idée du revenu universel. On a déjà... voilà, c'est une protection, c'est une autre vue en tout cas du revenu universel. D'accord. Celle de faire pour la protection de l'emploi, ou en tout cas de la précarité de la plupart. Parmi les dirigeants asiatiques, la documentation directe de déclaration sur UBI est plutôt rare. Toutefois, Andrew Ng, le cofondateur de Coursera et ancien chef scientifique de Baidu, s'est prononcé dès 2017 en faveur d'une considération sérieuse d'un revenu de base, notamment pour protéger les individus des impacts négatifs de l'automatisation et a appelé à ce que les gouvernements envisagent des systèmes de soutien similaires. Enfin, côté Asie de l'Est, vers chez nous, des figures publiques comme Lee Jae-myung, ancien gouverneur en Corée du Sud et candidat présidentiel, ont fait campagne en 2022 sur des politiques explicitement liées à un revenu de base universel, non technologique mais pertinent au début sur la redistribution dans une économie automatisée. Donc c'est toujours dans une idée un peu plus automatique, mais là c'est vraiment très politique. Voilà, donc on a différentes échelles dans ce domaine, et en promettant des paiements annuels à tous les citoyens dans le cadre d'un filet social renforcé. Alors parmi les grands noms, bien sûr, il y a plein d'autres noms qui ont pris parole, dont Bill Gates, qui lui est beaucoup plus sceptique sur la question. Il reconnaît que l'IA va poser des défis, par l'automatisation aussi des tâches. Déjà d'ailleurs. Et il a exprimé des réserves sur l'implémentation immédiate d'un revenu de base, sans d'abord examiner d'autres politiques comme la taxation des robots pour financer la sécurité sociale. Oui. Là, on parle toujours dans un cadre américain. Et la plupart des chercheurs sont plutôt de l'avis de ce dernier. Si je dois résumer les principaux points soulevés par les chercheurs internationaux, alors là, des spécialistes économistes et de finance, les principaux points des limites de cette théorie, c'est une analyse critique à la lumière des sciences sociales, la contrainte budgétaire et macroéconomique. C'est principalement le plus gros point, c'est quand même la macroéconomie. Je ne vais pas rentrer dedans, parce que sinon on va en passer 2 heures dessus. C'est carrément des cours magistraux qu'il faudrait pour tout raconter, mais voilà, il y a ça. La limite de marché.
c'est-à-dire D'accord. une critique économique fondamentale, c'est-à-dire que un marché, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une création de richesse. Oui. Et là, pareil, ça coince quand même un petit peu. C'est quand même des grosses Ça peut pas être valeurs. indéfini, C'est c'est comme sûr. peu importe le biais économique qu'on a, qu'il soit plus participatif, plus social, etc. Là, on parle vraiment de mécanismes économiques qui, peu importe le mode économique qu'on prenne, est un frein en fait à un revenu universel parce que c'est juste des lois basiques. C'est un peu des lois auxquelles on peut pas toucher en économie parce que c'est juste comme ça qu'on fonctionne dans les échanges entre humains. Donc Oui. c'est un peu compliqué d'y toucher, quoi. Et il y a aussi donc le travail, l'incitation aux valeurs sociales et les valeurs sociales, Oui. qui On en donc parlait ça tout à se l'heure. comprend un petit peu aussi là-dedans, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de notre société si on n'a plus de travail et plus quelque chose qui permette à la société de créer des richesses et à se Parce qu'il y a une cohésion sociale par Voilà. ce travail, en effet, et par la définition de ce qu'on peut produire pour Tout à fait. contribuer à cette richesse, oui. Et il y a aussi un problème beaucoup plus juridique qui est la justice distributive et les risques institutionnels. Et parmi ça, on peut aussi citer le problème d'inflation poussée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme tout le monde a $1 200 de base, c'est comme s'il n'existait pas parce que tous les coûts de la vie augmentent Ça va avec. reniveler. Voilà, Pour tout ce qui est commerce traditionnel, ils vont monter les prix vu que tout le monde a les moyens. Voilà, c'est une augmentation naturelle. Il n'y a même pas besoin de régulation ou quoi que ce soit. C'est général, c'est comme ça. Dès qu'il y a une augmentation du coût de la vie, il y a une inflation naturelle qui se présente. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tous les points dont je voulais parler. Quant à Taïwan, il n'y a pas eu vraiment de personnes qui aient pris de position, ni chez TSMC, ni même chez Ronghai ou autres. Ils sont très réservés sur ce genre de questions un peu avant-gardistes en termes de technologie. Oui, il y a eu des professeurs taïwanais qui ont un peu analysé cette question et ça rejoint justement, non pas une question, mais plutôt un commentaire d'un rapport d'écoute qu'on reçoit du Canada de Roger Roussel sur cette question des menaces de l'emploi ou de la redéfinition du marché du travail avec les robots et l'intelligence artificielle. Et j'ai retrouvé un professeur associé en droit à l'université de Taipei, Fu Buo Xun, qui dit que certes, il y a une évolution et une redéfinition du travail, comme quand il y a eu l'industrialisation. Il y a des métiers qui ont été remplacés par la machine, mais ça ne veut pas dire que les gens se sont retrouvés sur le tapis ou sans emploi forcément. Il y a eu une transformation que l'IA va sans doute, selon lui, a déjà commencé à faire pour certains domaines et certains métiers, plutôt manuels, plutôt techniques, mais il faudra toujours, selon lui aussi, contrôler cette IA comme on contrôle les machines, que ce soit pour la chaîne de production ou autre chose. Et il invite surtout les gens dans la réflexion sur la transformation et l'incorporation de l'IA dans les métiers, que ce soit le patronat ou même les différentes institutions, à ne jamais oublier les droits des travailleurs, parce qu'on peut leur demander de changer de travail ou de transformer leur formation, mais on ne peut pas nuire à leurs droits en changeant de manière unilatérale un contrat parce que une machine peut faire ce que tu faisais, donc toi, tu vas faire autre chose, quoi. Ah oui, oui. Il faut qu'il y ait un consentement et puis surtout qu'il y ait une formation pour cette transformation. Oui. Voilà. Voilà, donc merci à Jacques-Augustin. Oui, merci. C'est avec ce dossier de la semaine sur le revenu universel et puis les défis de l'IA que s'achève le courrier d'aujourd'hui, animé par Valentin Floquet et François-Xavier Boulet pour RTI. Au revoir.